La déportation des prêtres. Constatant l'héroïque résistance d'un très grand nombre de prêtres à la constitution civile du clergé et la fidélité de leurs ouailles, qui créaient autour d'eux une église souterraine et anonyme, plus puissante que l'église constitutionnelle, l'Assemblée vota le 29 novembre 1791 une loi exigeant de tous les prêtres qui n'avaient pas prêté le serment constitutionnel et qui ne remplissaient donc aucune fonction officielle, un nouveau serment, le serment civique. Ces ecclésiastiques devaient se présenter à la municipalité de leur domicile dans les 8 jours pour prêter le serment. À l'expiration du délai, chaque municipalité devait envoyer au directoire départemental un tableau des ecclésiastiques domiciliés dans son territoire, en distinguant ceux qui auront prêté le serment civique et ceux qui l'auront refusé. En cas de refus, le tribunal devait prononcer un emprisonnement d'1 année, mais après cette année, le prêtre serait libre. En outre, le dernier article de la loi, qui pouvait sembler une simple exhortation patriotique, constituait non seulement un encouragement à la délation, mais une incitation à la violence. L'Assemblée nationale exhorte tous les bons esprits à renouveler leurs efforts contre le fanatisme. Fin de citation. Après toutes les voies de faits commises contre les prêtres réfractaires, on pouvait lire entre les lignes désormais tous les prêtres fidèles à l'Église étaient voués à choisir entre la prison, les violences ou la clandestinité. La prison était encore trop douce. Le 27 mai 1792, l'Assemblée vota la loi de déportation des ecclésiastiques qui n'avaient pas prêté serment. Le premier article, conçu comme mesure de sûreté publique et de police générale, lorsque 20 citoyens actifs d'un même canton se seraient réunis pour demander la déportation, le directoire départemental sera tenu de le décréter. Pour le cas où un ecclésiastique réfractaire aurait excité des troubles, on voit tout ce qu'on peut mettre sous cette formule, une seule dénonciation suffisait. Le condamné devait sortir du royaume dans un délai d'1 mois. Ce délai passé, le contrevenant serait condamné à une peine de 10 ans de détention. Cette loi d'exception était tellement énorme, elle défiait si odieusement les droits de l'homme votés 3 ans plus tôt par l'Assemblée nationale, elle bafouait tellement la liberté religieuse et la paix intérieure du pays que Louis XVI, ordinairement conciliant devant les nouveautés légales, y apposa son veto. Mais, après le 10 août, le pouvoir du roi étant suspendu, rien ne gênait plus l'application de cette loi. On sait d'ailleurs que, quand elle n'était pas appliquée par les tribunaux, la populace se chargeait d'y suppléer. Toutes les victimes des carmes de l'abbaye de Saint-Firmin avaient été jetées en prison au nom de cette loi. Mais ensuite, le second pouvoir, celui de la rue, avait relayé le pouvoir légal qui était devenu son serviteur. Roland avait prévenu Louis XVI dès le 26 août. La Révolution s'acheva au prix du sang et sera cimentée par le sang. La loi de déportation obéissait au même calcul. Le but avoué était de chasser de France tout le clergé impénétrable aux idées révolutionnaires et hostile aux lois révolutionnaires, en ne gardant qu'un clergé dévoué et résigné. Le but secret était l'humiliation de l'Église et, si possible, l'anéantissement de ce clergé, fidèle à des traditions séculaires, fidèle à Rome pour être Église du Christ, que les révolutionnaires qualifiaient alors de fanatiques, voulant une nouvelle Église, celle de la Révolution. Manuel n'avait pas caché que le passeport délivré aux assermentés serait des billets de mort. Des ordres avaient été en effet portés aux frontières, tant au régiment de volontaires qu'aux municipalités. Le nombre de prêtres assassinés dans ces voyages, écrit Guillon, a été rendu incalculable par de troubles longs et cruels, qui ayant succédé à ces assassinats, ont empêché d'y suivre les traces. Le moindre mal était détroussé. L'Assemblée l'avait d'ailleurs prévu et même organisé. Un décret du 5 septembre 1792, au milieu des massacres autorisés, prohiba toute exportation de matières d'or ou d'argent monnayé ou non, sous le triple peine de confiscation, d'amende et d'emprisonnement. De sorte qu'à quelques frontières que se rendit un prêtre, chassé de son pays,
il était certain, s'il n'était pas tout simplement tué dans la condition la plus révoltante d'être volé, en deçà réduit au dénuement au-delà. L'exode du clergé commença. Cette expulsion en masse, écrit l'abbé Sicard, était un fait unique dans l'histoire des peuples. Nous ne connaissons pas d'autre exemple d'une grande nation chassant, comme disaient ses meneurs, vomissant tous les ministres de son culte. À un moment donné, on vit tous les points du territoire, des évêques dont les prédécesseurs avaient fait la France, des prêtres, gardiens séculaires de l'histoire et de la foi de ce pays, de la conscience publique, arrachés à leur hôtel, à leur foyer, et poussés violemment hors des frontières, sur les routes, sur les sentiers détournés, sur les fleuves, dans l'obscurité des forêts, dans les cols étroits des montagnes, dans les ports, dans les marais, partout où se trouve une issue vers l'étranger, se pressent des milliers de malheureux, fuyant les coups des assassins qui les traquent. Malgré le complot d'extermination, nombreux furent les prêtres qui arrivèrent à l'étranger. Ceux du nord en Allemagne, ceux de l'est en Suisse, en Italie, ceux du sud-ouest en Espagne, ceux du nord-est en Angleterre. Cette nation fit un accueil chaleureux aux exilés qui, avertis de la généreuse hospitalité, débarquaient chaque jour par centaines. On en compta bientôt 10 000. 6 000 autres se réfugièrent en Suisse, surtout dans le canton du Valais, près de Fribourg, 4 000 dans ce dernier canton de Fribourg. Mais même à Genève, qui accueillit 600 prêtres, cependant on se doute, l'hospitalité la plus fraternelle fut trouvée dans les États de l'Église, où Pie VI et sa curie se dépensèrent sans compter pour adoucir l'amertume des proscrits. Pourtant, de nombreux prêtres restèrent en France, soit parce qu'ils étaient capturés, soit parce qu'ils avaient choisi la clandestinité pour ne pas abandonner leurs fidèles. Aussi fallait-il aller plus loin encore dans la voie de l'élimination. La justice populaire de septembre 1792 avait ouvert la voie à la justice légale du tribunal révolutionnaire. La loi devait maintenant légitimer le meurtre de prêtres réfractaires. Le décret du 18 mars 1793 énonce : les immigrés et les prêtres dans le cas de déportation qui auront été arrêtés hors délai seront conduits de suite dans les prisons du district jugés par un tribunal militaire et punis de mort dans les 24 heures. 5 jours plus tard, ce décret est complété par un autre qui vise cette fois les prêtres assermentés, auxquels on joint tous les religieux, même laïcs, c'est-à-dire n'appartenant pas au clergé. Tous les ecclésiastiques réguliers, séculiers, frères, convers et laïcs qui n'ont pas prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité seront embarqués et transférés sans délai à la Guyane française. Tout le clergé, tous les religieux sont donc condamnés en dehors de ceux qui, ayant prêté le serment, se seront faits les serviteurs dociles de la Révolution française et de l'esprit des Lumières. La destination choisie fut d'abord la Guyane, mais la navigation était peu sûre sur l'Atlantique à cause de la flotte anglaise et hollandaise. Ce n'était pas qu'on craignit pour la vie des condamnés, mais on redoutait la capture de l'équipage. L'apostat Fauché faisait d'ailleurs remarquer que, pour transporter 50 000 prêtres, c'était le chiffre qu'on assignait, il eût fallu 100 vaisseaux. Aussi, la partie de Danton suggéra de concentrer tous ces captifs en quelque endroit choisi de la métropole. Legendre proposa de charger les prêtres sur des bateaux à immondices qu'on appelle à Brest les maris salopes et de les immerger en haute mer. Son idée ne fut pas retenue, mais Carrier s'en souvint pour sa bonne ville de Nantes. On choisit finalement pour point d'arrivée provisoire des prisonniers en attendant un embarquement hypothétique vers l'Amérique, le port de Rochefort, de Nantes et de Bordeaux. Chaque directoire de département apporta sa contribution à la caravane de morts qui convergeait vers les points de rassemblement. On fouillait les couvents, les maisons où suspects étaient dénoncés. On poussait tous ces parias sans ménagement. On les entassait sur des charrettes comme du bétail promis à l'abattoir. Le zèle des directoires était plus ou moins fervent. En février-mars 1794, sur 1 millier de prêtres acheminés vers Rochefort, 2 venaient de Niort, mais 89 de Haute-Vienne. La Haute-Marne en envoya 3, mais la Meurthe 48 et la Meuse 189. De toute façon,
On savait que cette déportation serait impitoyable. Sur les 81 prêtres qui quittèrent Rouen pour le bagne, 9 survécurent. Pour que ce massacre à petit feu fût imputé à la volonté nationale, on a posé la populace sur le parcours. Des cris féroces enveloppaient les carcasses contusionnées par le long parcours sur la route cabosseux. « Allô, à la guillotine !» Certains lançaient des pierres qui meurtrissaient les chairs déjà patenantes sous l'effet du jeûne et de l'immobilité. Ces paysans déchaînés n'auraient pas osé traiter de la sorte leurs veaux ou leurs moutons en route vers l'abattoir. L'un d'entre eux l'avoua d'ailleurs qui cria à cet humble pasteur qu'il avait jusque-là montré aux hommes l'exemple de la prière et de la bonté. « Si vous étiez des animaux, on pourrait avoir pitié de vous, mais étant des monstres, vous ne méritez aucune compassion. » Ces gens, enivrés de propagande haineuse, ne savaient même pas, ce jour-là, qui étaient les monstres. À La Rochelle, tandis qu'une charretée de prêtres était arrêtée sur les quais en attendant l'embarquement, les sans-culottes en firent descendre 6 et les livrèrent pour être lynchés à la foule, excitée. Puis on les décapita, on les porta et on mit leur tête en triomphe. Un prêtre de Mâcon rescapé de l'hécatombe a raconté, en 1800, dans un mémoire, le départ des martyrs de son département. Dès les premiers jours de novembre 1793, nous fûmes mis au nombre de 24 dans un bateau ouvert à toutes les rigueurs des saisons et transférés pendant la nuit de Mâcon à Châlons. De là, nous transporta dans une mauvaise charrette à Autun, où nous restâmes en prison jusqu'au milieu de février suivant, y éprouvant tout ce que la rage peut inspirer à des loups contre des agneaux. En février, nous fûmes ramenés à Mâcon, et nous eûmes lieu de croire, en passant par Châlons, que nous allions être massacrés par toute la populace, qui était férocement ameutée contre nous. Le 9 avril, l'administration du district décida que l'on nous conduirait à Rochefort pour la déportation vers la Guyane. Les ecclésiastiques de l'église cathédrale, tous ceux de l'église collégiale de Saint-Pierre, tous les supérieurs du monastère abbatial de Cluny et d'autres communautés de religieux et quelques autres prêtres qui n'avaient pas abhorré de bonnet rouge. La liste comportait 52 noms et était signée par 2 dénonciateurs qui, depuis lors, ont avoué ne nous avoir jamais connus. Nous nous vîmes presque aussitôt mettre au cou des chaînes avec lesquelles on nous lia 2 par 2, et si près l'un de l'autre qu'il n'y avait pas encore entre nous la longueur d'un pied et demi de chaîne. Quand nous fûmes ainsi garrottés, on nous fit traverser la ville en plein jour, et on nous achemina du côté de Rochefort. Nous voyagions sur des bien cruelles charrettes à travers les avalies, sans cesse renaissantes, et nos haltes sur toutes les routes ne furent que l'épouvantable cachot. Nous avons aussi une relation d'un voyageur du séjour de la rade de Rochefort, d'un prêtre du diocèse de Moulins. Elle eut besoin de 3 rédacteurs successifs. Le premier fut M. Dumonet, principal du collège de Mâcon, déporté dès décembre 1793. Il y avait 47 ans, parqué sur le ponton de Washington. Il chanta en vers latin les souffrances de ses compagnons. Il mourut, selon les termes du 3e rédacteur, rongé de poux, auquel il avait fini par se livrer, absolument en proie, voyant qu'il ne pouvait réussir à les extirper. Il eut besoin de tout son courage chrétien pour supporter ce cruel martyre. Un passage des livres des saints le soutint constamment, jusqu'au moment où il consomma heureusement ce sacrifice. C'était le 20 janvier 1795. Son poème fut continué par le père Antoine Lequin, prière de sainte Ostremoine de Lorigne, qui l'avait recueilli de ses mains. Le père Lequin fut libéré 2 mois plus tard. Le texte fut revu et corrigé par Grégoire de la Biche de Reignefort, official de Moulins, qui le publia en 1796. Ce dernier avait déporté, avec un cousin, dont Jean-Baptiste de la Biche, bénédictin de Saint-Maur, et son frère Gaucher de la Biche, prêtre du diocèse de Limoges, envoyé sur le ponton des 2 associés. Voici comment Grégoire le survivant a raconté la mort de Gaucher. « Mon frère, ce vertueux et tendre frère, mourut au premier petit hôpital, une barque, pendant que j'étais au grand, celui de l'île Madame, luttant avec la mort en sorte que le ciel me refusa jusqu'à la triste consolation de l'assister, dans ces derniers moments,
de le presser contre mon cœur, d'essuyer son pâle front, la froide sueur de la mort. Quelques coups de foudre grandieux, quand un saint religieux, le prieur de la trappe, m'apprit que mon frère était mort depuis 15 jours. Je faillis périr de douleur. Toute sa vie, il avait désiré mourir pour Dieu. Il vit arriver la mort sans alarme et la subit sans regret. Les prêtres de Moulins furent acheminés vers leur destination en 3 convois. Le premier conduit par Joseph Humbert, vicaire épiscopal âgé de 75 ans, parti du 25 novembre 1793. Le troisième, le 3 avril 1794. Les ecclésiastiques et religieux, de toutes sortes, étaient entassés dans les charrettes non couvertes, sous les pluies, le vent, le froid, la neige. À l'entrée de Limoges, ils ont attendu par un troupeau d'ânes et de boucs revêtus d'ornements sacerdotaux. On les faisait précéder de ce mascarade. Sacrilège. La marche est fermée par un porc coiffé d'une mitre avec une inscription « Le Pape ». La procession se rend, sous les huées de la foule, à la place centrale où est dressé l'échafaud. Les gendarmes y font monter un prêtre, qui est aussitôt guillotiné. Le bourreau montre sa tête à la foule, qui crie de joie. « Par lequel dois-je continuer ?» demande-t-il. Les prisonniers se croient à la dernière étape de leur voyage et recommandent leur âme à Dieu. Mais non, c'était une plaisanterie. On voulait simplement leur faire peur. À la halte d'Angoulême, on tire d'une voiture 2 corps inanimés, sous l'effet de l'épuisement et du froid. Charles Bougarel, curé de Bioza, 63 ans, et Maurice Deschamps, curé de la Sainte-Chapelle de Bourdon-l'Archambault. Ils vivent encore, mais pour peu de temps. Ils mourront tous les deux à l'hôpital de la ville. À Saintes, c'est un Pierre de Chiny, religieux minime. Les prisonniers sont dans un tel état de délabrement que le chef d'escorte décide un arrêt de plusieurs jours. On les verrouille dans l'abbaye de Sainte-Marie, dont on a expulsé 82 bénédictines. Ils sont réduits à la famine. 3 jeunes servantes leur portent du pain. Elles sont condamnées à l'amende, à la prison et aux frais. L'attendu du jugement précise qu'elles n'ont pu se permettre ce geste sans violer les droits de l'humanité, de l'égalité et de la justice. À La Rochelle, 6 prêtres sont livrés à la furie de populace qui les met en pièces et se fait un trophée de leur tête. Enfin, on arrive au ponton de Rochefort. En attendant l'embarquement, on loge la racaille sacerdotale dans le couvrant livré par les expulsions au milieu des galériens. Avec une différence cependant, les galériens ont un lit, les prêtres couchent à même le sol. Ces calotins ne protestent pas. Ils ont refusé le serment d'égalité, qui ne s'étonne pas maintenant si la République les traite comme des sous-hommes. En effet, c'est l'embarquement pour la Guyane, à ce qu'on dit. Avant de monter à bord, c'est la grande fouille. Ces êtres-là sont si dangereux. On prend tout, non seulement le peu de monnaie qui leur reste, et qui pourrait peut-être soudoyer les geôliers, mais les montres, les tabatières, les boutons de manchette, les boucles de souliers, les bréviaires, et aussi les livres pieux, les calices s'il en restait dans leur poche. On les déshabille, on les met tout nus, et l'on ricane grassement de les voir livrés sans pudeur à tous les regards. On leur laisse le minimum de vêtements, et l'on garde le reste. Un chartreux a caché un crucifix sous ce qui lui reste de vêtements. Le soin apporté à la fouille ne peut le dérober longtemps au regard des profanateurs. Un officier s'en saisit, le pose sur un billot, et d'un coup de sabre fait sauter la tête du Christ. Ce sont de longues clameurs de victoire. Vive la nation, vive la République! Le rebut de la nation sont d'ailleurs poussés sur 2 embarcations à 3 ponts. Le bonhomme Richard, un vieux vaisseau qui servait d'hôpital aux soldats galeux, et le Boré, en mars 1794, les arrivages se faisant toujours plus nombreux, il est nécessaire d'affecter à cette marée humaine de nouveaux réceptacles. 2 anciens vaisseaux, un nègre à charbon, les 2 associés, un 3-mâts de 500 tonneaux à 120 hommes d'équipage, le Washington. Les voilà parqués sur les pontons pour 9 mois. La souffrance inimaginable. Sur les 2 associés, on compte 40 places. Les matelots, le sabre à la main, y poussent 400 prêtres au cri de « Entrez, scélérat ». Dumonet, dans ses vers latins, décrit le fruit de cette effrayante promiscuité. Jamais l'histoire n'a fourni, je crois, l'exemple d'un si petit espace, occupé par tant d'hommes.
Chacun de nous avait tout au plus 2 pieds cubes d'air. Et cependant, il en faut 7 à 8 pour qu'un homme puisse vivre. Ainsi, l'on observait le naturalisme. Ce n'est pas tout. Lorsque la mort nous avait enlevé 20 prêtres environ, on avait la barbarie d'en faire venir d'ailleurs 24 ou 25. Il n'est donc pas étonnant que l'air de cette prison ait été profondément infecté, la plupart de nous étant d'ailleurs infirmes et très âgés. Le jour de cette masse humaine était tenu immobile durant de longues heures, debout, parce qu'il n'y avait pas la place pour s'asseoir, les pieds dans la fange et le cordage. Une consigne rigoureuse était affichée à la rambarde. Elle avait été rédigée par le capitaine Lally, une brute qui prenait plaisir à terroriser les captifs. Les prêtres, expliqués plus tard, étaient rayés du livre de la République. On m'avait dit de le faire mourir sans bruit, dans le silence de l'océan. Je le faisais moi, je les haïssais. Nous avons tout notre mission ici-bas. J'ai tué et je tuerai encore si j'avais l'affaire. C'était avec cet instrument parfaitement docile que, sur mer comme sur terre, les destructeurs de la religion pouvaient accomplir systématiquement leur besogne, et ces gens-là avaient supprimé le vœu de la religion, parce que leur obéissance volontaire à une règle d'amour leur semblait contraire à la liberté. Ce Lally eut une longue vie contrairement à ceux qu'il avait torturés. Il mourut en 1838 à l'hôpital Saint-Martin de Ré, confessant ses crimes et demandant pardon au ciel, et recevant d'un prêtre absolution. Parmi les articles du règlement, on lisait notamment que tout déporté qui aurait la vermine soit rasé et ensuite lavé au vinaigre. Cette prescription resta lettre morte. Tous les prisonniers furent bientôt couverts de vermine, et il y avait peu de vinaigre. On lisait aussi « Il est défendu aux gens de l'équipage, aux officiers soldats d'avoir aucune communication avec eux, et encore plus de leur vendre ou de leur procurer, de quelque manière que ce soit du pain ou d'autres vivres. » Enfin, un article porterait à sourire, dans son allure terrifiante et étrangère à la situation. Les prêtres seront fusillés sur le champ s'ils sont prévenus ou convaincus d'être auteurs ou complices de complots ou de machinations contre les officiers de l'équipage. Et pour conférer plus de solennité à cet avertissement, le canon, au lieu d'être braqué vers la mer, avait été retourné contre les prisonniers. Ne pouvant trouver de complot, on exerçait des rigueurs plus fortes. Un jour, le père Couder, carme des chauds d'Angoulême, est pris d'un accès de fièvre chaude, et dans son délire émet des propos incohérents. L'équipage s'arme, accourt, on allume la mèche des canons. Un jury réuni par le capitaine déclare « Le prêtre et tous ceux qui l'entourent, coupables de révolte et de condamnent à mort. » Mais le chirurgien des officiers arrive au bruit de ce. Il se penche sur le malade et émet son diagnostic. Le présumé coupable ne seront pas exécutés. Quel dommage pour eux. La mort était devenue meilleure que la vie. En revanche, le chanoine Antoine Rouillac de la collégiale Saint-Martial de Limoges fut bel et bien fusillé. Ce jeune prêtre de 33 ans avait haussé les épaules devant les précautions qu'on prenait pour éviter les révoltes des déportés. Ces gens-là, avait-il dit à un confrère, ont tort de nous craindre. Nous sommes ici 400. Si nous voulions faire le mal, il n'en faudrait pas tant. 100, comme vous et moi, suffirait. Cette parole écoutée par un matelot aux aguets avait été rapportée au cabinet et avait provoqué la réunion d'un jury militaire qui le condamna à mort sans l'entendre. On lui refusa le secours de la confession, on le traîna au milieu de ses confrères qui avaient reçu la défense sous peine de mort de demander sa grâce. On l'attacha à genoux, aux mains de mitaine, et le peloton d'exécution le tira à bout portant devant ses codétenus. Il était si vigoureux que, criblé de balles, il se débattait encore. Un officier se pencha sur lui, le regarda un moment et lui fit sauter le crâne d'un coup de pistolet. Les faits se passaient le 3 mai 1794, en la fête de la découverte de la Sainte-Croix. Le supplicié fut enterré dans l'île d'Aix. La mise au fer était une punition fréquente. La férocité des surveillants en trouvait sans motif dans le moindre geste ces hommes de paix. Le manque de rapidité pour exercer une corvée chez ce captif chancelant de fièvre et de faim était sanctionné comme délit. Un prêtre fit remarquer, il n'était pas encore habitué, que son biscuit grouillait de verre. Offert.
avec les 4 confrères qui mangeaient au même plat. Un autre avait, dans une lettre qui destinait à sa famille, cité un verset du psaume offert. Un autre encore, accablé par une soif ardente, avait demandé un fruit à un matelot, offert pour 15 jours. 17 prêtres rédigèrent une pétition pour le district de Rochefort, offert jusqu'à la moitié d'entre eux en meurent. Les fers n'étaient pas le seul supplice. Tout était supplice. La brutalité, les outrages, les blasphèmes, les moqueries, la surveillance incessante des hargneuses, mais aussi les intempéries. L'automne enveloppa les ponts dans le brouillard pernicieux. L'hiver les couvrit de glace, le printemps les balaya d'un vent furieux, l'été les brûla d'un soleil implacable. Quant à la nourriture, écoutons encore Dumonet nous la décrire. Les poumons desséchés avaient-ils besoin de rafraîchissement? Il y avait de l'eau, mais souvent de l'eau de cale, infecte, puante, fait tout au plus pour provoquer les nausées pernicieuses. Le pain qu'on donne aux prêtres du Très-Haut est parfois moisi, jamais cuit à point. Tantôt il fourmille de vers, tantôt il est rongé par les souris. Très souvent il est aussi dur que le bois. Quant aux viandes, quand il plaît à nos persécuteurs de nous en donner, elles sont tellement corrompues que les dernières des mousses et des matelots les repoussent dédaigneusement et les renvoient avec mépris, disant qu'elles sont bonnes tout juste pour les déporter. Parfois elles ne sont pas cuites, ou elles sont chargées de sel. Ajoutez une malpropreté tout à fait rebutante, et si vous considérez que nous n'avons ni nappe, ni serviette, ni table, ni chaise, ni couteau, ni fourchette, ni assiette, que quelque temps qu'il fasse chaleur suffisante, soleil ardent, pluie, neige, vent impétueux, froid excessif, nous sommes obligés de manger debout. Vous conviendrez, cher lecteur, que notre traitement était le même que celui des animaux les plus vils et les plus méprisés. Encore ne sont-ils pas gênés comme nous l'étions, et cette vile nourriture est donnée avec tant de parcimonie qu'on ne doit pas être surpris que la faim, la cruelle faim, ne soit venue à bout de détruire le peu de force qui restait dans le corps mourant. Quelles sont en dehors du pain moisi et de la viande avariée ces nourritures parcimonieuses offertes aux déportés? Nous les connaissons par l'abiche de Reignefort, soupe de fèves où nagent les corps de charançon et morues chanvreuses restées au saloir plusieurs années. On apporte ces pitances immondes dans une gamelle pour 10, et les 10 y puisent avec les mains. La nuit, ces fantômes sont poussés dans notre pont et enfermés au verrou de peur qu'ils ne s'évadent, ou simplement osent prendre le frais à la surface. Collés les uns contre les autres dans les lambeaux de leurs vêtements nauséabonds, ils ne peuvent se retourner sans se heurter, et les insectes courent d'un corps à l'autre. 400 chiens, et écrit dans un rapport le médecin qu'on finit par leur concéder, s'ils passaient là une seule nuit, seraient tous morts ou enragés. On a posé en guise de latrine 2 baquets aux extrémités des dortoirs. Pour s'y rendre, tous ces malades doivent marcher les uns sur les autres, dans les soupirs, les gémissements, les cris de douleur, les râles d'agonie, et comme en tâtonnant dans l'obscurité profonde, ils n'arrivent pas au but. Ils vomissent, urinent, défèquent sur les corps repliés de leurs voisins. Ce cauchemar éveillé dure 4 nuits, 11 à 12 heures. Dure chaque nuit 11 à 12 heures. Et quand sortant de cet enfer, étouffé, titubant, hagard, ce bétail humain retrouve la lumière du jour, il doit aussitôt s'activer à vider les baquets et à laver les planchers, tandis que les bourreaux, pour désinfecter cette atmosphère irrespirable, même sur le pont, ont imaginé de plonger des boulets rouges dans des barriques de goudron. La fumée produite est si toxique que toute une partie des condamnés s'effondre et crache le sang. Au bout de quelques jours, la gale. Au bout de quelques semaines, la dysenterie, la pneumonie, les fièvres inflammatoires malignes, le typhus, le scorbut, la gangrène. Le bagne devient mouroir. De peur que ces maux ne gagnent l'équipage et les contaminent, le service de santé est alerté. On prend des mesures, mais quelles mesures? C'est encore notre poète qui les énumère. Quelques-uns des nôtres menacés par la maladie. Au premier signe, la crainte que l'épidémie ne gagne l'équipage fait qu'une chaloupe, toute prête, les transporte aussitôt dans une barque. Il s'agit d'une goélette, dite encore chasse-marée, petit bâtiment à un mât et entrepont, assez distante du vaisseau pour rassurer nos cruels ennemis sur la suite de la contagion.
Si le malade est trop faible, on le hisse, comme on le ferait d'un ballot de marchandises, avec un câble qui l'étouffe dans sa poitrine serrée, et on le descend dans la chaloupe malgré lui. Là, il est exposé aux injures de l'air jusqu'à ce que la marée permette de gagner la barque fatale. On lui donne impromptement le nom d'hôpital, mais elle mérite plus justement le nom de barque de la mort. Les malades, les moribonds, y sont amoncelés sur des matelas sales remplis de vers et de vermine et souillés d'ordures. Si ces matelas sont hors d'état de service, on entasse les malades sur les planches nues et on les laisse quelquefois sans remède, sans nourriture, sans soulagement, jusqu'à ce que mort s'en suive. Le roulis de la barque les renverse les uns sur les autres. On coucha jusqu'à 50 malades sur l'entrepont des Goélettes. On leur donna pour médecins de jeunes chirurgiens débutants dont la pratique hasardeuse, dit Guillon, était plus capable de les délivrer du fardeau de la vie que de leur rendre santé. Ils y mettaient d'ailleurs beaucoup de conviction. L'un d'entre eux, administrant une forte dose d'émétique à un patient, commença « Si ce scélérat meurt, ce sera un ennemi de moins pour la République ». Cependant, les hôpitaux flottants devenaient insuffisants à accueillir les malades et mourants. Il fallut songer à la terre ferme. On fit dresser sur l'île Madame, un écueil désert surgit à l'embouchure de la Charente, 20 tentes, dans chacune desquelles, marque d'attention suprême, on plaça 20 lits, et bientôt 400 lits furent occupés. La cadence des décès s'accrut. 112 morts pour les deux associés en mai, juin, juillet. 283 en août. Puis chaque jour, 12 à 14 cadavres à enterrer. Chaque fois qu'un nouvel ecclésiastique passait de la vie à trépas, des matelots jetaient leurs bonnets en l'air en criant « Vive la nation! À bas les calotins !» Le cri de triomphe se répercutait dans la rade et était repris sur les autres navires. Au début, on se contenta de jeter le corps à la mer, mais le reflux laissa les cadavres sur le rivage, ou les entraîna jusque dans Rochefort. La population protestait. Les prêtres valides furent donc astreints à une nouvelle corvée, sous la garde de marins armés, transporter les corps sur le rivage, leur creuser une fosse, les inhumer. On les enfouit d'abord pour hâter les opérations dans les boues qui entouraient le bastion de la rade. Fort Lupin, Fort Vaseux, Port des Barques. Mais sous le soleil de l'été, à la marée basse, le vent poussa jusqu'à la côte. L'odeur pestilentielle. On réunit le conseil de santé de Rochefort qui préconisa des mesures plus hygiéniques. Sans doute, dit le rapport, si ce système de mort lente sur les pontons n'avait d'autre inconvénient que de débarrasser la société de ce grand coupable, on pourrait fermer les yeux sur ce fléau destructeur. Mais on ne peut favoriser le développement d'une maladie contagieuse sans compromettre le reste de la société. On transporta alors les morts des barques sur l'île d'Aix, qui avait acquérir 21 ans plus tard. Un tout autre célébrité, Napoléon, y aurait séjourné une semaine avant son départ pour Sainte-Hélène. 253 corps, c'est le chiffre donné par Guillon. Aubrey nous dira à la hausse 300. Ils furent enterrés par des mains pieuses et tremblantes. Les morts de l'île Madame furent inhumés sur place, 209 qui achevèrent leur vie dans la déréliction. Le récif s'appelait alors l'île Citoyen. Les martyrs la nommèrent l'île Notre-Dame en la consacrant à la Vierge Marie. Les habitants lui donnèrent le nom d'île aux prêtres. Enfin, après la libération des survivants, on débarqua à Brouage, bastion situé entre Rochefort et Marennes, 187 malheureux, atteints de diverses maladies et surtout de scorbut, et on ne trouva rien de mieux pour les isoler que de les parquer dans l'église paroissiale et l'ancien couvent des Récollets. Un rapport établi par les officiers de santé, après une période où il n'y avait sur place ni médecins ni médicaments, nous montre, presque nus, couchant dans les locaux immondes, sur des planches n'ayant pas seulement de paille, atteints de fièvre, de dysenterie. Depuis 15 jours, 8 ont succombé. En mars 1796, quand on s'intéresse enfin au sort des survivants, ils étaient 73. Le registre de l'état civil aligne 82 décès.
il faut en compter au moins 70. L'admirable, c'est que, dans cette situation désespérée, accablés de 1000 tourments, de leur chair, de leur cœur, ces prêtres aient gardé la vie spirituelle et même pour beaucoup, une intense vie spirituelle. Physiquement exténués, privés de leurs livres saints, de leurs chapelets, de leurs crucifix qu'on leur avait confisqués implacablement, épiés, châtiés pour la moindre manifestation de piété, ces prêtres du Christ, loin de s'avouer vaincus, continuent leur vie sacerdotale. Il est important, rapporte le chanoine du Monnet, de s'édifier mutuellement par des conférences salutaires et relatives au salut. S'ils parlent la langue naturelle, ils exposent les choses saintes à la dérision la plus révoltante, à la profanation la plus impie. S'ils parlent latin, ils sont aussitôt condamnés au fer comme coupables de complot et de chercher des moyens de se révolter. Cependant, nous savons par Joseph Rousseau, prêtre d'Amiens échappé au massacre, qui a publié son témoignage en 1803, que ces prêtres fervents suppléaient à ce manque de matériel. Privés de nos bréviaires, écrit-il, nous en avons composé un à notre manière. Nous le récitions exactement. Un de nos confrères, homme plein de zèle et de vertu, avait la charité de nous faire 2 ou 3 fois par semaine le petit discours familier portant l'onction de nos cœurs. Et nos frères de Washington jouissaient du même avantage. Les prêtres détenus sur le bateau Les Deux Associés avaient même fondé une société spirituelle régie par des statuts et destinée à sanctifier leur séjour dans ce purgatoire. Le premier article à lui seul montre l'élévation de leur dessein. Ces prêtres ne se livreront point à des inquiétudes inutiles sur leur délivrance, mais ils s'efforceront de mettre à profit le temps de leur détermination en méditant sur leur année passée, en formant de saintes résolutions pour l'avenir, afin de trouver dans la captivité de leur corps la liberté de leur âme. Ils regarderont aussi, comme un défaut de résignation à la volonté de Dieu, les moindres murmures, les plus légères impatiences, et surtout cette ardeur excessive à rechercher de nouvelles favorables qui ne peuvent qu'introduire leur âme à cet esprit de dissipation, si contraire au recueillement continuel dans lequel ils doivent vivre, et cette soumission sans borne à la volonté de Dieu, qui leur doit ôter toute inquiétude sur l'avenir. L'article 8 leur prescrit, ils ne montreront aucun regret de la perte de leurs biens, aucun empressement à les recouvrer, aucun ressentiment contre ceux qui possèdent. Fortifiés dans cette sainte résolution, ces prêtres se réconfortèrent mutuellement, se confessèrent les uns aux autres, donnèrent le dernier sacrement mourant. C'est surtout dans leur dévouement inaltérable d'infirmiers et de fossoyeurs qu'ils montrent leur sommet de charité. Aux merveilles de l'amour divin, chante du Monnet, la nature a beau frémir, le cœur manifeste, vain sa répugnance. À quel divin héroïsme cet amour ne porte-t-il pas le cœur des mortels? Je vois nombre de prêtres embrasés de ce feu céleste, se dévouer pour être infirmiers. Que dis-je? Ils font l'office de médecins, de gardes-malades, de domestiques, de pasteurs, d'apôtres. Ils sont toutes à tous. La toilette des cadavres révèle d'une ascète. Un des infirmiers raconte: la biche nous a montré divers instruments de pénitence recueillis par les effets de nos confrères. Silice, discipline, chaîne de fer. Jamais je n'en vis autant rassemblés. Beaucoup considéraient leur martyre comme une réparation réclamée par la majesté divine outragée par tant de crimes. Pour certains prêtres qui avaient collaboré avec les ennemis de la foi, mais qui pour avoir un temps soit peu déplu au nouveau maître, se trouvaient relégués avec les saints dans ces lieux d'ignominie, c'était l'heure du retour. Devant les exemples de leurs frères face à la mort qui les attendait, ils retrouvaient la ferveur de leur jeunesse, rétractaient publiquement leur erreur et finissaient en prédestinés. Nous arrivons maintenant à Bordeaux. Bordeaux était l'un des ports désignés pour le départ vers la Guyane. Au mois de juin 1794, aucun navire n'était encore parti. Là aussi, on craignait les navires anglais. À ce moment, les prisons de Bordeaux et de Blaye renfermaient quelques 900 prêtres. Voici ce qui a été écrit de ceux de Blaye. L'aumônier de l'hôpital, M. Maignan, entassés par centaines, les uns au fort de l'île de Pâté, les autres au petit cône de la citadelle, il n'y habitait que de souterrains obscurs, où l'eau découlait des voûtes, et où ils se couchaient sur la terre humide. On leur donnait pas même de la paille pour leur servir de lit. On leur enlevait leur argent, leurs livres et tout ce qui pouvait être pour objet de consolation.
Il est inutile de parler de mauvais traitements que leurs gardiens se permettaient envers eux. On ne leur donnait pour toute nourriture que du pain et de l'eau. Ils sont même restés une fois 3 jours sans avoir le pain noir de la ration ordinaire. Et plusieurs sont morts de faim. Des habitants s'ingénièrent à faire parvenir aux captifs des mets plus nourrissants, quelques vêtements, du bois pour se chauffer. Plusieurs furent arrêtés et emprisonnés. Les détenus avaient acheminé d'un certain nombre de départements, du centre, du sud-est, d'Aveyron, de Corrèze, d'Ariège, de Haute-Loire, du Cantal, du Puy-de-Dôme, du Rhône, du Var, du Vaucluse, mais aussi de l'Indre-et-Loire. C'est justement un clerc de Tours, M. Leproust, âgé de 25 ans et n'ayant pas encore reçu le sacerdoce, qui laissa un journal d'un confesseur de la foi, publié par Aubineau. Parti de Tours le 22 avril 1793, le convoi se dirigea vers Châtellerault encadré par un détachement de la garde nationale. La populace entendait. Elle hurlait vers les prêtres « À la guillotine !» et jetait des pierres. Plusieurs furent blessés. La tension monta à un tel point que l'escorte dut changer de direction et charger la foule. La prison de Châtellerault, où ils firent étape, on les enferma pêle-mêle avec des bandits de grand chemin, de sorte qu'au réveil, un certain nombre n'avaient plus de portefeuille. Mais à la Rochefoucauld, une foule pleine de sympathie et de pitié les entoura de soins, leur apporta des vivres, des rafraîchissements, du linge. Sans doute n'y avait-il pas sur place de club révolutionnaire. À Bordeaux, les déportés furent incarcérés en divers lieux, dont le principal était le fort du Ha. On les aligna dans une salle de 60 mètres de long qui avait servi d'écurie et où l'on ne logeait plus les chevaux parce que l'humidité était telle qu'ils perdaient la vue. Il y restait une forte odeur de chaux et de fumier. Aux deux extrémités, des fausses d'Aisance répandaient une horreur nauséabonde. Les épidémies s'installèrent presque aussitôt et les décès commencèrent à être enregistrés. À l'automne, après 6 mois de cette captivité, on avait pourtant déploré beaucoup moins de morts que dans la rade de Rochefort. L'abbé Riard, curé de Haut, a soigneusement fouillé les archives de Bordeaux et de Blaye et y a compté 202 morts pour la première ville, 22 morts pour Blaye. À Bordeaux, le plus grand nombre de décès concerne les prêtres laissés à l'hôpital à l'automne, après le départ des navires. En effet, les thermidoriens, qui ne voulaient pas être inférieurs en cruauté à Robespierre, ordonnèrent en octobre de procéder enfin à la déportation des détenus de Bordeaux à la Guyane. Les plus valides, ceux qu'on n'avait pas dû expédier à l'hôpital, sont estimés de 6 à 700. Ils furent répartis sur les embarcations Dunkerque, le Républicain, le Gentil. Sur ces derniers, on connaît le nombre de prisonniers, car l'un d'entre eux, M. Richard, curé de Berre au diocèse de Dijon, en a dressé la liste. 247. La flottille qui s'ébranle, le 6 décembre 1794, tente en vain de garder la haute mer. La proche présence d'une escadre anglaise les force à se tenir le plus possible du littoral, et finalement le 27 décembre, une tempête les jette dans la rade de Rochefort. La rencontre avec les détenus du ponton fut épouvante et émouvante. Les Bordelais massacrés à la proue de leur embarcation entonnèrent un cantique auquel les autres répondirent par des acclamations. Bientôt les navires furent rapprochés, qu'on ne pouvait se parler d'un bord à l'autre. Ceux de Bordeaux, qui se croyaient jusque-là les plus malheureux des hommes, furent si épouvantés devant la misère qu'ils trouvèrent sur place, qu'ils se félicitèrent de leur sort. Des ordres de modération étaient arrivés après Thermidor, sur les navires de la rade. On y exhortait une certaine tolérance. Les officiers du Républicain du Gentil qui venaient en visite à bord du deux associés permirent à quelques prêtres de les accompagner. Joseph Rousseau, prêtre d'Amiens, a raconté cette émouvante entrevue. Dans son mémoire, Le martyre d'un prêtre français déporté dans la rade de l'île d'Aix, publié par Monseigneur Geoffrey, évêque de Metz. Écoutons-le. Ce fut alors que nous livrâmes avec une tendre émotion à tous les sentiments que notre seul rapprochement avait produits. Touchés du spectacle déchirant de nos misères, ils ne voulurent pas nous quitter avant de nous avoir fait promettre de partager avec eux le peu qu'ils possédaient encore sur leur vaisseau. Mais quel fut leur étonnement, quand ils revirent parmi nous les parents et les amis qu'ils avaient. Ils ne pouvaient plus les reconnaître,
tant les souffrances nous avaient maigris, desséchés et réduits à rien. L'utilité de cet acte de charité venait tard pour les prisonniers de la rade. Tout alla bientôt très vite. En janvier 1795, sous l'influence des événements parisiens, le club de Rochefort, réuni dans l'église des Capucins, s'inquiéta de la situation. Craignant les maîtres du jour, il convoqua le capitaine Lally qui, au cours d'une séance orageuse, fut entouré de pistolets et de poignards, dut s'enfuir au cri de « Abat le tueur de prêtres ». On cessa d'appliquer sur le ponton les féroces règlements. On permit aux captifs d'envoyer un courrier à leur famille sous pli cacheté. On leur rendit les bréviaires qui avaient échappé à la destruction. La vie religieuse s'organisa. On entendit chaque matin et chaque jour les louanges de l'office divin monter vers le ciel. Le 6 février 1795 parvint de terre un ordre élargissant qui dépendait de Rochefort. Les 3 geôlettes remontèrent la Charente jusqu'à Tonnet. On débarqua les martyrs, on les véhicula en charrette à Saint-Porcher et à Saintes. Dans la première localité, les prisonniers n'eurent pas l'impression d'avoir changé de sort. On les enferma dans l'église profanée, et ils couchèrent cet hiver rigoureux à même le pavé. Dans la seconde, au contraire, ils furent installés dans le couvent Notre-Dame, où la conspiration de la charité les rendit une vie presque normale. On leur apportait de la nourriture, de l'argent, des vêtements, des livres. Ceux qui pouvaient tenir debout eurent la permission de célébrer la messe. Pour regagner la terre ferme, les prisonniers de Bordeaux attendirent jusqu'au 12 avril. Encore ne les débarqueront qu'au compte-gouttes. L'opération dura jusqu'au 13 août. Les passagers du Dunkerque furent déposés à Port-des-Barques, sans qu'on ne souciât d'eux. C'était leur rendre la liberté. On connaît fort mal le sort de ceux qui attendaient sur le Républicain, ceux du Gentil, les rescapés du 2 associés et du Washington. La tolérance était devenue grande. Ils pouvaient à leur guise souffrir et dire messe. Certains en profitèrent pour ne plus rentrer. Il fallut attendre le décret du 14 primaire en 5, soit le 4 décembre 1796, pour que ces épaves de la persécution furent considérées comme légalement libres. Mais où s'en retourner? Quels confrères rejoindre? Où retrouver la vie d'antan? Il n'y avait plus de couvent, plus de monastère, plus de communauté, plus de cure digne de ce nom, plus d'église ouverte au culte. Ces débris du clergé fidèle, après avoir supporté dans leur chair toutes les souffrances réunies, se trouvaient devant l'immense vide de la dévastation religieuse. Toute une nation, fille aînée de l'Église, se trouvait jetée dans la mort spirituelle. Un certain nombre de déportés, du fait du hasard de la pérégrination fluviale et maritime, arrivèrent à d'autres destinations que celles qui leur étaient assignées. Ce fut le cas de 61 prêtres du diocèse de Nevers, sans doute les seuls qui restaient vivants ou transportables en ce mois de février 1794. Fouché avait passé par là. Nommé proconsul à Nevers, avant d'être envoyé à Lyon, il pouvait annoncer à la Convention à la fin de la mission qu'on ne voyait plus de prêtres dans les départements de la Nièvre. Dès août 1793, il promettait une récompense de 300 livres à quiconque arrêterait un prêtre. Tous ceux qui furent pris furent incarcérés au séminaire, y compris les vieillards, les infirmes, et pour être certains qu'ils n'y diraient pas la messe, les municipaux vinrent dévaster tout ce qui avait presque usage sacerdotal. On renversa les autels, on brisa les crucifix, on déchira les missels, on profita pour dévaliser les captifs, mesure qui leur évita de se soumettre à l'arrêté du proconsul ordonnant à tous les prêtres, même prisonniers et infirmes, de se marier. Sauf si démunis nécessaires, ils étaient incapables d'assurer leur subsistance de famille. Son successeur, Noël Pointe, plus humain, freina les mesures féroces édictées par Paris. Mais au début de 1794, tensé par le pouvoir central, il désigna l'arrêté décisif. Écoutons. Les prêtres sexagénaires et infirmes enfermés dans les séminaires seront déportés à la Guyane et conduits à Nantes pour être embarqués. Les condamnés furent aussitôt entassés dans une étroite embarcation surveillée par canonnières garnies de 16 gardes féroces qui semblaient plutôt chargés de se défaire d'eux en route que de les mener à destination. À Briard et à Amboise, les 2 courageux bateliers qui les convoyaient, le citoyen Perrin, père et fils, parvinrent à empêcher ses protecteurs officiels de couler le bateau et sa cargaison. Débarqués à Angers et conduits à l'évêché où siégeait le commissariat révolutionnaire, ils furent, sous prétexte d'une nouvelle fouille,
dépouillés de leurs vêtements, et livrés pendant 8 heures aux insultes de la populace. Puis on les jeta dans les cachots du château, on leur donna chaque matin un morceau de pain parcimonieux et un demi-verre d'eau. Ils y restèrent 11 jours. Le 13 mars, un dénommé Marché, chef de leur nouvelle escorte, composé de 50 soldats du 78e régiment, les tira à la lumière et les lia 2 à 2. Ils se trouvèrent bientôt sur leur péniche, avec 15 prêtres angevins, tous de 70 ans passés. L'espace était si réduit qu'aucun ne pouvait bouger, et l'on leur donna aucune nourriture jusqu'au surlendemain, jour où ils arrivèrent à Nantes. On les laissa encore dans cette situation jusqu'à 9 heures du soir. À ce moment, on les transféra sur une gaillotte enlevée aux Hollandais. Ces vieillards exténués ne purent grimper les échelles. On leur passa une corde autour du cou et on les jeta au fond de la cale, les uns sur les autres, sans se préoccuper de savoir si ce traitement provoquerait des plaies ou des fractures. La détention dans ce réduit obscur dura du 15 mars au 18 avril. On les laissa plus d'une semaine sans nourriture. Dès les premiers jours, 2 vieillards moururent d'épuisement. 2 autres avaient trouvé parmi les cordages des croûtes de pain moisies, les amollirent avec de l'eau et les mangèrent. Ils périrent emprisonnés, et leurs compagnons les entendirent expirer dans les violentes douleurs. Enfin, le 10e jour, on descendit à chacun une demi-livre de pain et 2 onces de riz cuit à l'eau. C'était trop pour ces estomacs rétrécis. Ce premier repas coûta la vie à 4 détenus. Dans une telle détresse et une telle pénombre, l'un de ces emmurés, François Moreau, curé de Château-Chinon, âgé de 74 ans, parvint à écrire son journal. Son frère, l'ancien jésuite Gaspard Moreau, déporté avec lui, mourut de la peste le 6 avril. Lui survécut et mourut à Vallon en 1808. Voici ce qu'il écrit le 17 avril. Nous ne sommes plus que des squelettes. Nous n'osons plus boire que de l'eau de la Loire, qui est infecte et si dégoûtante par la multitude des personnes noyées que la police a défendu aux habitants de Nantes de s'en abreuver. Nous n'avons pu goûter un instant de sommeil. Et, à tant de mots, s'est joint le plus déplorable des spectacles. On a presque tous les jours amené sous nos yeux des canots remplis de femmes et d'enfants, que plusieurs d'elles allaitaient, et la nuit suivante, on les noyait ensemble. Leurs cris de douleur, percés jusqu'au fond de notre cale, nous déchiraient l'âme. Le lendemain, nous apercevons sur la surface de l'eau les cadavres de ces malheureuses victimes. La marée montante en jette encore des monceaux effrayants contre notre gaillotte. Ces femmes et ces enfants venaient de la Vendée. La suite de la famille se déclarant avec violence, nous étions déjà presque toutes affligées de dysenterie, de fièvre. Il nous était impossible de changer de linge, et nous ne respirions que le néphitisme d'un local où se réunissaient toutes les espèces d'infections. Cependant, l'industrieuse charité des Nantais nous fit d'abord parvenir, furtivement, un canot chargé de 80 chemises avec des comestibles et des boissons, avec des sirops propres à arrêter la dysenterie. Plusieurs de nous étant à l'agonie, et la majeure partie des autres dangereusement malades. Depuis le 16 mars jusqu'à hier, entre 32 jours, il est mort 31 des nôtres et 15 angevins. Il n'en reste qu'un, dont l'état est presque désespéré. Le froid est très vif, la plupart de nos malades ont la gangrène. Loin de s'ennuyer, de souffrir, tous voient arriver la mort avec la douce satisfaction. Tous meurent en remerciant Dieu de la grâce qu'il leur a fait de souffrir pour lui. Nous accueillerons ainsi tous les jours des intercesseurs auprès de Dieu. Si nous faisons le compte sur les 76 prêtres embarqués, 80 manquent à l'appel. 15 autres les rejoindront durant les jours suivants. On fait monter les survivants sur des barques. Après 31 confrères amenés de Côte-du-Nord, ils mettent 3 jours pour aller jusqu'à Saint-Nazaire, où on les embarque sur une corvette, le Jean Bart, qui doit les conduire à Brest. À Port-Navalo, 3 ont déjà rendu l'âme, et on jette 2 par-dessus bord. On condescend à l'inhumer le 3e. Au bout d'une semaine, repoussé par les vents contraires, le navire n'est encore qu'à Quiberon, puis il est entraîné vers le large par une tempête furieuse.
Les matelots, croyant leur dernière heure arrivée, retrouvent l'humble foi du pays et supplient leurs passagers de prier le ciel, ce qu'ils s'empressent de faire. Le vent tombe, le calme couvre la mer. L'équipage, capitaine en tête, adresse des remerciements émus au Sauveur. Enfin, le déshumer, après 15 jours de cette navigation hasardeuse, la corvette pénètre dans la rade de Brest. Les rescapés sont aussitôt poussés dans une nouvelle prison, entassés, sans moindre soin ni lumière. Mais comme on craint l'épidémie, les officiers de santé qui visitent les détenus obtiennent que les malades soient transférés à l'hôpital Saint-Louis, où ils sont dorlotés. Enfin, par les filles de la sagesse, qu'on a dû garder bien qu'assermentées, mais seules avec les capacités d'être infirmières. Ce dévouement vient trop tardivement. 13 prêtres meurent entre leurs bras. Et voilà que le 27 juillet, alors qu'on n'a toujours pas appareillé pour les Amériques, que les ordres viennent d'arriver et remplacer le bagne par la guillotine. La nouvelle court dans le port. Robespierre est renversé. Les exécutions sont suspendues. On garde pourtant les 12 prêtres survivants au fond de leur prison. En janvier 1795, on leur permet de sortir, pourvu qu'ils rentrent le soir au logis. Enfin, en avril, un arrêté du directoire leur rend la liberté. L'espoir des temps meilleurs ne durera guère. Le coup d'État du 4 septembre 1797 remit au pouvoir les Jacobins. Dès le lendemain, le nouveau directoire, où dominaient Barras, La Revellière, Lépaut, Rubel, fit voter une loi qui instaurait une nouvelle terreur. L'article 24 visait les prêtres. Tous ceux qui troubleraient la tranquillité publique pouvaient être déportés par mesure individuelle. Et l'article suivant fournissait aussitôt un motif. Tous les ecclésiastiques tolérés sur le territoire de la République étaient obligés de prêter un nouveau serment, celui de la haine à la royauté, à l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République de la Constitution de l'an 3. Le directoire se donnait pour mission de châtier les fanatiques. Or, était réputé fanatique tout acte religieux, dire la messe, prêcher, administrer les sacrements. On acceptait que les prêtres furent libres sur le territoire de la République, pourvu qu'ils n'eussent pas la liberté d'être prêtres. Il fallait donc maintenant s'attendre à de nouvelles arrestations et à de nouvelles déportations. Certes, la besogne était plus facile, une bonne partie des victimes potentielles avaient déjà péri. Cependant, les rafles obstinées, opérées un peu partout, rassemblèrent le 12 mars 1798 160 ecclésiastiques sur la frégate La Charente. Ils y restèrent 40 jours, après quoi, comme se levaient les vents propices, on les fit passer sur la Décade, qui appareilla aussitôt. Tandis qu'elle franchissait l'océan, 120 nouveaux déportés, concentrés à Rochefort, montèrent sur la Bayonnaise, qui cinglait. Le 1er août, dans son sillage, la première débarque. Sa cargaison à mi-juin, la seconde fin septembre. 8 avaient déjà péri dans l'effroyable traversée. À la descente dans le port de Cayenne, les plus grands malades furent hospitalisés, leurs confrères envoyés à Simanari et Komanana. D'un rescapé du désert Komanana, l'abbé Guillon, cet infatigable chasseur de témoins, a recueilli le souvenir. Les déportés n'ont encore passé qu'une nuit dans ce séjour dévorant, et dès le lendemain, quand ils regardaient les uns les autres, ils ne se reconnaissaient presque plus, tant l'horreur de leur sort avait changé leur visage. 15 jours se sont à peine écoulés, et leurs cabernets, leurs huttes en feuilles, ainsi que l'hôpital sont pleins de malades. Les ongles se détachent de leurs doigts, leurs jambes, leurs corps même sont enflés, couverts de pustules. Les chiques se sont introduites, et si grande quantité dans la chair des uns qu'elles tombent en lambeaux. La dysenterie a tellement épuisé les autres qu'ils n'ont même pas la force de charger de place. L'odeur s'exhale des corps en dissolution, et si repoussante qu'il n'y a plus que leurs confrères animés de la plus héroïque charité qui ait le courage d'approcher d'eux pour les servir. La plupart, attaqués de peste, de scorbut, ne cessent de vivre qu'après une cruelle agonie. En octobre 1798, le commandant de la compagnie qui veillait sur ces moribonds adressa à ses supérieurs hiérarchiques une plainte sur l'état alarmant de ces hommes. Un décret transféra l'unité Siman-Marie avec les forçats. Encore peu de temps, et il n'y aurait plus, personne à surveiller. En 2 mois, sur 106 prêtres, 76 s'étaient éteints. Les 30 survivants furent acheminés vers l'autre bagne,
La moitié déportés. Là, en septembre, y avait déjà péri. La mort les aurait tous emportés si le premier consul Bonaparte n'avait dès décembre 1799 donné des ordres pour faire cesser cette situation. Les quelques rescapés revinrent en France si meurtris qu'ils ne purent survivre dans la mère patrie. On avait envoyé une troisième corvette sur l'océan, mais les Anglais l'avaient capturée et avaient rendu la liberté aux prêtres. Il fallait donc trouver un autre lieu d'internement. On opta pour les îles de Ré et d'Oléron. À la fois éloignées de la côte et défendues par des forts puissants. Dans l'une et l'autre des forteresses, on entassa les détenus à 14 par chambre. Quand toutes furent occupées, on relégua les prêtres dans les combles, sous les ouvertures sans fenêtres, où ils étouffèrent l'été et gelèrent l'hiver. Le plus grand nombre couchait sur le parquet, certains avaient obtenu une botte de paille, mais elle fut bientôt grouillante de vermine. Les deux îles réunies abritèrent ainsi plus de 2000 malheureux. Leur captivité fut moins longue que celle de leurs confrères des Pontons. En novembre 1799, un arrêté consulaire décida leur élargissement, mais les termes de la loi étaient si menaçants que beaucoup craignirent pour leur vie et s'y retourner sur le continent. Et l'on fit tant de difficultés à certains pour leur appliquer que février 1800, 120 d'entre eux étaient encore dans l'île de Ré et une centaine dans l'île d'Oléron. Le Concordat apporta une solution définitive à leur captivité. Prêtres martyrs, priez pour nous.